Hello tout le monde, c'est Fanny, la productrice de Passion médiéviste. Juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier 3 personnes qui ont particulièrement soutenu le podcast ce mois-ci, Amandine, Xavier et Lucas. Je vous en dis plus sur comment vous pouvez soutenir Passion médiéviste à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous plaira. Bonne écoute! Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être aux châteaux forts, aux troubadours et aux cathédrales, mais en fait, c'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 65, Jean-Baptiste et les Vosges au Moyen-Âge, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Auditeurs, auditrices, comme vous l'entendez, ça résonne un petit peu où je suis, donc désolée d'avance de ce petit bruit, mais je ne suis pas dans le studio habituel de Passion médiéviste. Et non, je suis à Strasbourg aujourd'hui, donc j'ai trouvé un endroit pour enregistrer. On est au calme, mais ça résonne. Voilà, on ne peut pas tout avoir. Et je dis nous, parce qu'en fait, je ne suis pas toute seule, bien sûr, comme d'habitude. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Jean-Baptiste Ortlib. Bonjour Jean-Baptiste. Salut Fanny. Jean-Baptiste, je te reçois aujourd'hui parce qu'il y a quelques semaines, tu m'as envoyé un mail pour me proposer ton sujet. Et vraiment, je me suis dit, mais oui, il faut qu'on fasse ça. Et le hasard fait que, alors, je venais à Strasbourg, tu habites à Strasbourg, je dis hop, faisons-le, parce que parfois ça peut prendre beaucoup de temps quand on m'envoie un sujet, mais là je me suis dit, bon, l'occasion est trop belle, on va pas rater ça. Parce que Jean-Baptiste, donc tu fais une thèse en histoire depuis 2018 sur le sujet, alors attention, histoire environnementale des sommets des Vosges méridionales, 13e, 18e siècle. Tu es sous la direction d'Isabelle Laboulé et de Tim Soons à l'Université de Strasbourg et d'Anvers en Belgique. Et avec toi, donc, on va parler des Vosges. Et enfin, dans ce podcast, on va parler un petit peu de géographie. Bon, pas que, mais vraiment, je suis contente parce que des sujets comme ça, très généraux, j'en ai très peu fait. Des sujets, voilà, vraiment pour parler de paysage, pour parler de quelque chose, voilà, qui n'est pas construit, qui n'est pas tout à fait le ressort de l'homme. Enfin, on va en parler. C'est vraiment tout le sujet aujourd'hui et on va vraiment explorer toutes les Vosges, enfin presque ensemble, et tu vas nous raconter toute cette histoire. Bon alors, dans ton sujet, comme je l'ai dit, tu travailles du 13e au 18e siècle, mais on va se concentrer sur la partie médiévale du sujet avec toi. Alors déjà, pour commencer, petite question rituelle, Jean-Baptiste, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur les Vosges ? Alors, je pense que comme tous les historiens qui travaillent sur la montagne, il y a d'abord un intérêt particulier pour ces lieux-là, pour la montagne, ce que certains appellent l'amour de la montagne, je pense. Ça existe vraiment, ouais, c'est un vrai truc. Ouais, c'est ça, ouais, et puis qu'on retrouve finalement dans plein d'autres domaines, hein, et qui passe en fait, je pense aussi, comme pour beaucoup d'autres, par le fait d'être né dans un massif. Moi, je suis originaire d'une petite ville à l'entrée d'une vallée vosgienne, vallée côté alsacien, et donc bon, j'ai pu aller très tôt en montagne avec mes parents, mes grands-parents, ils m'ont montré tout ça, c'était super. Et finalement, c'est en arrivant à la fac, à l'université, en ayant des cours dès la licence sur l'environnement, sur la nature, que d'un coup, en fait, je me suis rendu compte que ce que je pensais connaître, ça a une histoire, je l'ai pu recontextualiser. Et forcément, ça m'a donné envie d'abord de réaliser un master de recherche, alors à l'époque avec Georges Bischoff en histoire médiévale, sur le massif du Rosberg, qui était juste au-dessus de chez moi, et de pouvoir continuer ensuite avec une thèse avec un axe beaucoup plus large, comme tu as pu le décrire, aussi bien au niveau temporel que du point de vue géographique, en étudiant en fait plusieurs sommets et en l'intégrant dans cette discipline presque à part entière qui est l'histoire environnementale aujourd'hui, en tout cas en intégrant ces paradigmes forts. Oui. Est-ce que tu peux nous dire aussi quelles sont les spécificités de l'histoire environnementale ? Parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent disent « Mais attends, mais comment on étudie l'histoire de sommets ?» Enfin, il y a quelque chose qui dit « Mais c'est de la géographie, c'est de la géologie ?» Non, c'est de l'histoire. Donc, explique-nous, c'est quoi l'histoire environnementale ?
Souvent, on a l'impression que c'est assez récent, finalement, alors que pas du tout. Finalement, l'intérêt, alors pour ce qu'on a appelé peut-être pendant un moment l'histoire de l'environnement, Cocorico, c'est un peu français, puisque ça naît avec l'école des Annales, celle de Marc Bloch et de Lucien Febvre, et quand on est à Strasbourg, bon, forcément, ils ont été ici, donc c'est important, qui ont les premiers, en fait, cherché à intégrer l'environnement dans la discipline historique, sans y aller complètement, on pourrait le dire. Certains chercheurs parlent d'une histoire environnementale manquée, parfois. Et en fait, c'est vraiment l'histoire environnementale comme on l'a fait aujourd'hui, c'est une histoire environnementale qui naît dans les années 70, plutôt aux États-Unis, avec en fait un mouvement général d'intérêt pour l'environnement, y compris politique, qui arrivait en France en raison justement de cette tradition des annales, un peu plus tard, plutôt dans les années 90, voire 2000. Et ce qui est super intéressant, c'est que pour le coup, on a tout ce recul sur cette histoire qui s'est faite sur l'environnement. Et l'intérêt, et pour revenir aux autres disciplines que tu citais, l'intérêt de l'histoire environnementale, en fait, c'est de poser des questions concrètes et autrement sur l'histoire. L'environnement est longtemps resté à l'arrière-plan finalement des études historiques, puisqu'on s'intéresse d'ailleurs toujours en histoire environnementale d'abord aux hommes. Mais ce qui a été intéressant dans cette approche, c'est de dépasser d'abord les disciplines, puisque finalement en histoire environnementale, l'historien de l'environnement travaille d'abord sur les archives, toujours. Mais au bout d'un moment, quand on s'intéresse de près à l'environnement, en l'occurrence dans mon cas sur les sommets vosgiens, on commence à manquer d'éléments parfois qui ont été produits. En fait, on a de la chance par d'autres disciplines sœurs, comme la géographie, comme l'archéologie. Et dans mon cas, j'ai la chance de travailler avec beaucoup d'autres chercheurs, d'autres disciplines, du coup, ce qui est super génial, super motivant. Et Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu veux montrer dans ta thèse sur le sommet des Vosges ? L'idée, c'est que l'histoire des Vosges, du massif vosgien, je ne suis pas le premier à m'y intéresser, mais ça a toujours été écrit depuis les vallées, finalement. Alors, il y a une histoire en fait très régionale des Vosges, et les sommets, déjà dans les sources, et alors encore plus finalement quand on les traite en histoire, ont toujours été relégués à une forme de marge qui n'est pas au centre de l'intérêt. Donc, le but de ma thèse, c'est d'abord d'essayer de dépasser ça, de réaliser une histoire non pas, par exemple, d'une vallée ou des Vosges alsaciennes ou des Vosges-Lorraine, mais une histoire des sommets qui finalement sont un lien entre tous ces territoires, donc une histoire qu'on pourrait presque appeler de cette manière par le haut, et finalement sur un temps assez long, à l'échelle de ces sommets, essayer presque de réaliser une forme de nouvelle monographie, donc une histoire d'un territoire, en mettant en évidence les dynamiques communes qui se jouent entre les sociétés et ces sommets, et en même temps de montrer que c'est pas une histoire unique sur chaque sommet. On a beaucoup d'enjeux différents, de problématiques différentes qui se posent à différentes périodes, contrairement à ce qu'on a souvent pu écrire. Et donc le but, c'est vraiment de dépasser tout ça et d'avoir cette vision à la fois large et resserrée sur les sommets. Alors, avant que tu nous racontes l'histoire de ces sommets, je pense que c'est important déjà qu'on explique c'est quoi les Vosges, parce que peut-être que les personnes connaissent de loin, voilà, c'est des montagnes, mais concrètement, les Vosges, c'est quoi ? Ouais, du coup, petite blague, on est sur Passion Géographe. Petit passage à Passion Géographe, ouais. Écoute, les Vosges, c'est vraiment ce qu'on appelle un massif de moyenne montagne. Les Alpins sont les premiers à nous le rappeler. On ne monte pas au-dessus de 1424 mètres au grand ballon, donc en général, pour certains, c'est le bas des vallées. Hein. Mais voilà, on n'est pas là pour shamer les Vosges. Ouais, c'est ça, c'est une bonne guerre, c'est vraiment ça. Un géologue répondrait que c'est un massif hercynien rajeuni. En gros, c'est un massif ancien qui s'est érodé, c'est pour ça qu'il est plus bas, mais qui rajeunit parce qu'en fait, quand les Alpes ont poussé, elles ont entraîné aussi une surélévation de ce secteur-là. Et les Vosges, qui étaient en fait une montagne beaucoup plus grande, qui comprenait côté allemand la forêt noire, et c'était un seul et unique bloc, à ce moment-là, se sont redressés et au milieu se sont effondrés. C'est pour ça que maintenant, d'à côté du Rhin, le Rhin qui a pu du coup passer à cette occasion-là entre les deux. D'un côté du Rhin, on a les Vosges, donc du nord au sud, et de l'autre côté du Rhin, côté allemand, on a en fait un massif, c'est les voisines, c'est le Schwarzwald, c'est la forêt noire, qui suit cette même ligne de crête du nord au sud, et toujours avec les mêmes altitudes. Oui. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste, d'où vient le nom des Vosges ? En fait, ça vient d'où ce nom-là ? Alors, le terme Vosges, il est attesté dès l'Antiquité. Ah oui ? Les premiers à en parler, c'est Jules César dans sa guerre des Gaules.
Oui, encore lui. Et ouais, toujours, il est partout. Le Ex Monte Vosego de Jules César, ou encore chez Pline, parce que lui, il s'intéresse, il décrit les sapins. C'est un auteur vosgiens. romain, c'est ça? Ouais, c'est ça, oui, qui parle des sapins des Vosges pour la fabrication des navires, qui explique que ça fait partie des bois les plus intéressants pour la construction navale. Donc on a des mentions très tôt, sous le terme de Monte Vosego chez César, et plutôt Vogesus. Alors en latin, il y a des petites modifications. Où est-ce qu'on met le S, où est-ce qu'on met le G? Voilà, c'est vraiment ça. Chez Pline, et même en archéologie, on a retrouvé une stèle, alors là, d'un Vosegus, qui serait en fait une divinité celte. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a plein de pistes qui seraient entre autres liées au Mercure romain, mais voilà, alors on a les descriptions vraiment géographiques de Pline. Et ce qui est assez intéressant, c'est justement les humanistes, quand ils vont reprendre toutes ces données antiques, ils vont être un peu dans cet entre-deux, même quand ils réutilisent les termes latins, on voit qu'ils connaissent très bien leur classique. Et quand ils cherchent à le mettre sur une carte, des fois ils le mettent avec les deux graphies, Vosegus ou Vogesus. Ouais. Et comment c'est organisé les Vosges, à part on a couru, c'est des montagnes? Elles sont plutôt réparties comment? Alors, les Vosges, c'est un objet géographique, là, comme j'ai pu le décrire, mais c'est finalement les hommes qui en font un objet historique, qui en font une barrière déjà entre les sociétés, puisque cette barrière qu'on a souvent considérée nord-sud, c'est aussi celle qui distingue d'un côté un territoire culturel fort qui est la Lorraine, à l'ouest, et de l'autre côté à l'est, ce qu'on appelle l'Alsace. C'est aussi une barrière linguistique, historiquement, entre des parlers germaniques à l'est et des parlers latins romans à l'ouest. Et finalement, ce qui est intéressant avec les Vosges, c'est que on se retrouve déjà au milieu, et que les Vosges, en fait, sur toute la longueur du nord au sud, ne sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, je n'étudie pas toutes les Vosges. Voilà, c'est ça, je me concentre sur la partie la plus intéressante, là où elles sont le plus haut. C'est ce qu'on appelle les Hautes-Vosges au sud. En fait, du nord au sud, on a d'abord ce qu'on appelle les Vosges du Nord, c'est facile, qui sont un massif vraiment en grès. C'est celle que tu as pu voir en venant en train normalement, et tu le disais, c'est pas très haut. Il y a aussi une petite guéguerre à l'intérieur des... Il y a une guerre au sein des Vosges. Mais oui, il y a toujours à toutes les échelles, ouais. Ensuite, on a les Vosges centrales, où on a des sommets comme le Champ du Feu qui deviennent un peu plus hautes, et ensuite on a les Vosges du Sud, ce qu'on appelle les Hautes-Vosges, celles que j'étudie, et où là on est sur un massif vraiment granitique avec des sommets plus marqués, des altitudes plus marquées. Donc, par rapport aux autres massifs en France, c'est un massif plutôt moyen? C'est ça, moyenne montagne, comme le Jura, comme le Massif central, qui sont aussi des beaux sujets d'études, qui sont étudiés, et qui, c'est ça, ne dépassent pas... Alors, les Vosges sont particulièrement basses même par rapport à ces voisines-là, mais qui n'ont pas cette particularité d'avoir des sommets de haute montagne, qui ont été d'ailleurs gravis encore plus tard, comme dans les Alpes ou dans les Pyrénées. Ils font partie du paysage des Vosges du Nord et semblent se fondre dans les rochers. 24 châteaux forts coiffent les pitons rocheux escarpés de la région. Ils font partie d'un ensemble de quelques 500 châteaux répartis entre l'Alsace et le Palatinat. Construits entre le début du XIIe siècle et le milieu du XIVe siècle, ces châteaux utilisent les pitons rocheux, si caractéristiques des Vosges du Nord. Logeant certaines pièces dans des cavités naturelles, se servant du relief pour imaginer les contours du logis, sculptant le rocher pour y établir des escaliers. Rocher et château ne semblent souvent faire qu'un. Bon, alors là, on a décrit des choses qui sont là depuis des millénaires. Maintenant, allons au Moyen-Âge. Comment est-ce qu'on peut décrire les Vosges au Moyen-Âge? Bien sûr, en disant que là, on va parler surtout de la fin du Moyen-Âge. Oui, tu fais bien de le rappeler, puisque, comme on le sait finalement, le Moyen-Âge, c'est quand même 1000 ans. Oui, voilà, là on parle c'est ça, à partir du XIIIe siècle. Oui, c'est ça. Et en même temps, pour comprendre ce qu'on appelle finalement le bas Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, il faut réussir à situer certains éléments qui sont plus anciens. Moi, pour les sommets que j'étudie, ce qui est intéressant, et là, typiquement, je me base sur les données qui sont produites par les géographes, ce qu'on appelle les géomorphologues, en bonne partie, c'est ceux qui étudient les sols en géographie, qui vont faire des petites études, qui vont dater des micro-charbons et qui vont permettre de montrer à quoi ressemblaient les paysages anciens.
Oh, s'il y en a qui étudient le Moyen-Âge de cette façon, mais qui me contactent. Ouais, je te passerai le contact de Benjamin Keller. Ah, mais je veux, ce serait génial d'avoir un épisode comme ça, vraiment. Bon, on en parlera après. Ouais, ça marche. Mais ouais, effectivement, enfin, ils font des trucs super. Ils ont renouvelé déjà, en fait, de ce point de vue-là, beaucoup la discipline historique. Et donc, en fait, ce qu'ils ont montré, c'est que sur ce Moyen-Âge, il y a vraiment des fluctuations. On s'en doutait, mais ils l'ont prouvé par A plus B, il y a des fluctuations du paysage. Un des éléments les plus marquants, en fait, et qui est un des éléments majeurs que j'étudie, c'est ce qu'on appelle dans les Vosges les Hauts-de-Chaume. Ce sont des pâturages d'altitude qui coiffent vraiment dans les Hauts-de-Vosges les plus hauts sommets, qui sont tous en fait d'origine anthropique. Il n'y en a aucun qui est naturel. Et donc à partir de là, cette fluctuation, en les datant grâce aux géographes, on voit en fait ces fluctuations aussi de mise en valeur des espaces vosgiens. Tu veux dire que dès le Moyen-Âge, pour faire paître les animaux, on a aménagé un peu tous ces espaces et c'est ça en fait, qu'on peut étudier, c'est comme ça qu'on peut se rendre compte l'influence de l'homme dès le Moyen-Âge sur les Vosges? C'est ça. En fait, ce qui est assez génial, c'est qu'on a toujours fait du Moyen-Âge la grande période de début de mise en valeur du massif vosgien pour une raison. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de l'histoire de l'environnement, c'est que les premières sources, c'est les sources médiévales, c'est les congrégations monastiques qui s'installent, alors à la suite de Saint-Colomban, mais vraiment, là, en gros, au début du Moyen-Âge, au 7e, 8e siècle, on a les premières communautés monastiques qui s'installent, et ce sont les premières à écrire sur ces espaces, et l'intérêt pour ces communautés, c'est de dire... A posteriori, souvent, on est les premiers à s'être installés là, on est dans un désert et on a tout mis en valeur, on a lancé des politiques pour valoriser ces territoires, les rendre utiles. Et voilà, il y a toujours cette image du désert qui, en fait, on le sait, est complètement fausse. Sauf que, voilà, comme les moines sont les premiers à écrire et on n'a pas d'autres données, on a quand même continué à écrire ça le plus souvent en histoire, même en émettant quelques doutes. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est que les géographes sont arrivés avec leurs données et expliquent, montrent par A plus B, par l'étude entre autres donc des microcharbons. Bon, écoutez, regardez, les premiers défrichements anthropiques, donc par l'homme, faits sur les massifs vosgiens, sur les plus hauts sommets, c'est le bronze final, c'est 1500 avant Jésus-Christ environ. Et donc c'est les Celtes, ouais. Bonjour, passion, antiquité. Et donc ça rebat complètement les cartes. C'est la preuve, on s'en doute que quand les communautés monastiques s'installent, il y a déjà des communautés locales qui valorisent ces régions. D'ailleurs, ce qui est logique, puisqu'ils viennent aussi pour christianiser tous ces espaces. Donc finalement, tout se tient. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au début du Moyen-Âge, ces communautés monastiques, qui sont les nouveaux seigneurs souvent de ces vallées, jusqu'au sommet, vont lancer des grandes politiques de mise en valeur du territoire, des grandes politiques agricoles, ce que là aussi on peut voir sur le terrain et ce que montrent les géographes. Et donc cette valorisation va connaître plusieurs fluctuations, mais globalement sur la période médiévale va progresser, notamment au Moyen-Âge central, quand on a donc autour du XIIe siècle, quand on a des conditions favorables et finalement on considère qu'on arrive à un apogée, un summum de l'extension des pâturages, donc du modèle pastoral, de l'élevage qui s'y développe, entre autres, autour du XVIe siècle, donc à la fin du Moyen-Âge, on arrive au top du top. Et politiquement, qui contrôle les Vosges à la fin du Moyen-Âge? Comme tu as dit, c'est un espace de frontières. Est-ce que c'est partagé? Est-ce qu'il y a des sous-ensembles? Pour le coup, c'est un maillage politique assez complexe, comme on le rencontre dans le reste de l'Europe. Les communautés monastiques dont je parlais, finalement, sont une forme d'élément de continuité sur toute la période médiévale et même jusqu'à la période révolutionnaire, ce qui explique d'ailleurs mes superbes borne chronologique ultra extensible. Jusqu'au 18e, ok, je comprends. C'est ça, voilà, jusqu'à ce qu'elles disparaissent. Et en fait, on a tout au cours de la période, bien sûr, beaucoup d'autres acteurs qui interviennent. On a des seigneurs laïcs qui vont parfois disputer le contrôle des sommets pour des intérêts divers. On a bien sûr les fameuses communautés d'habitants qui, sur la période médiévale en plus, vont se renforcer, vont se constituer souvent sous la forme de villes, vont obtenir des droits supplémentaires. Et souvent, à partir du XIVe siècle, on va dire, où ces villes s'affirment, elles le font face aux abbayes qui sont les seigneurs les plus anciens et pour récupérer finalement des droits d'usage, donc la possibilité d'aller en montagne, de profiter des pâturages, entre autres, comme ils l'entendent, de plus en plus fort. Et finalement, c'est des conflits qui vont durer sur toute la période médiévale et au-delà. Et un autre acteur qui est très important, ce sont les grandes entités politiques, comme les duchés, comme les royaumes, comme alors en Alsace aussi les Habsbourg, qui sont très importants, qui finalement vont à partir alors là on est plutôt à partir du 15e, 16e siècle, chercher à avoir la mainmise beaucoup plus sur leur territoire, à contrôler l'ensemble de leur territoire.
Et donc ça passe dans les Vosges par le duché qui va vraiment prendre le dessus côté lorrain, le duché de Lorraine, sur l'abbaye de Remiremont. Ils étaient en indivision pour le contrôle des Hauts-de-Vosges, pour le versant ouest finalement. À la fin du XVIe siècle, 1576-1578, le duc arrive habilement à mettre la main sur le Haut-de-Chaume. Et côté, alors ce qu'on appelle aujourd'hui alsacien, à l'est, on a déjà aussi des logiques du côté des Habsbourg de pouvoir avoir un pouvoir central qui peut en tout cas organiser aussi les politiques mises en œuvre. Est-ce que maîtriser les Vosges, c'est un vrai enjeu stratégique ? Alors, il y a plusieurs enjeux stratégiques, principalement dans les zones de montagne. Celui-là que je décrivais, un des grands enjeux, c'est le contrôle des ressources. À une période d'ailleurs où progressivement, ce qu'on appelle une richesse, donc ce qui est naturel, devient une ressource, c'est-à-dire qu'on la pense comme un intérêt économique pur. Ça se fait justement avec ces États et encore plus ensuite à l'époque moderne. Ce qui est intéressant, c'est les politiques qui sont mises en place, les grands textes, pour maîtriser finalement ces ressources et pour organiser leur contrôle et leur exploitation et l'enrichissement qui en découle. Ça, c'est vraiment sur l'ensemble de la période et pour ces États, un des principaux enjeux. C'est pour ça qu'on cherche à contrôler, entre autres, les sommets. C'est une des raisons. Ensuite, quand on parle souvent d'enjeux stratégiques, c'est le contrôle aussi géographique du territoire. Alors en montagne, ça passe beaucoup par le contrôle des cols, alors quels que soient les territoires de montagne. Et en l'occurrence, on a un bon exemple pour les Vosges, qui est d'ailleurs même une interconnexion entre les différentes logiques montagnardes, entre les différents grands massifs. C'est au XIIIe siècle, on a le col du Saint-Gothard qui ouvre au grand commerce mondial. Donc là, on est dans les Alpes, donc c'est pour pouvoir accéder d'Europe du Nord à l'Europe du Sud, à l'Italie, c'est primordial. Et à partir du moment où le Saint-Gothard ouvre, le passage le plus rapide pour les marchands, c'est de passer par les Vosges, enfin un des passages les plus rapides, c'est de passer par les Vosges et d'emprunter le col de Bussan. Et à partir de là, on voit tout l'enjeu que peut prendre le contrôle d'un col, d'une seule vallée. C'est que l'abbaye la plus puissante, c'est vraiment de loin à l'époque, qui est l'abbaye de Murbach. On a vraiment l'image de l'abbé qui part en croisade quand même avec l'empereur. Ouais, c'est... Ah ouais, quand même. Ouais, oui, c'est pas le petit abbé. Enfin voilà, ils finiront prince abbé, etc. Les abbés de Murbach, qui sont quand même donc une entité forte, se retrouvent en conflit au XIIIe siècle avec les comtes locaux qui sont les comtes de Ferrette. Et ça va assez loin finalement. On veut contrôler une route commerciale, donc chacun construit son château, chacun construit son péage. D'ailleurs, avec une limite, c'est que si on met trop de péage, la route devient plus intéressante et donc tout le monde y est perdant. Et justement, en l'occurrence, quand l'abbé part en croisade, l'abbé de Murbach, le comte de Ferrette va en profiter pour prendre militairement le contrôle de la vallée. Enfin, il y a ce genre de choses qui se passent uniquement pour ces enjeux de commerce. Et dernier élément, si tu as l'occasion de passer dans la plaine d'Alsace, et que tu vois les Vosges au loin, tu vois beaucoup de silhouettes de châteaux. En fait, comme on est sur un secteur de marge et qui est ouvert sur la plaine, en fait, on a toute une période alors on est moins sur les sommets que j'étudie, mais on a toute une période où on va militariser et en même temps montrer son pouvoir, c'est le but du château fort, sur tout ce piémont vosgien. Mais et cette logique, en fait, va jusqu'au sommet. Il y a un château qui est le château fort le plus haut d'Alsace, qui est le château fort le plus haut du massif, c'est le château du Frunstein. On est sur le massif du Grand Ballon. On est juste à côté d'ailleurs d'un preuve qui a un intérêt long dans l'histoire, c'est qu'on est à côté d'un champ de bataille de la Première Guerre mondiale, ce sera réutilisé pour ça. Mais voilà, on a la construction au Frunstein à la fin du XIIIe siècle au plus tard, c'est les premières mentions qu'on a, d'un château fort qui ne sert à rien militairement. Mais c'est vraiment ça, ouais. Il est juste là pour marquer la présence sur le territoire. C'est ça, pour montrer un endroit assez stratégique, c'est qu'on est à la limite entre les possessions des fameuses abbés du Murbach et l'évêque de Strasbourg, l'évêché a des territoires à cet endroit-là. Et en fait, on met un château sur la limite où les ministériaux, donc les seigneurs locaux, ont vocation pour les abbés de Murbach à contrôler les ressources, notamment la forêt, mais on est entouré de chaumes à cet endroit-là, très probablement. Et en même temps, ils dépendent aussi des évêques de Strasbourg pour le contrôle de ces secteurs. Et finalement, il va quand même y avoir des petits tricks, des petits combats pour ce château, pour des affaires assez secondaires, on pourrait considérer, alors que voilà, c'est le château le moins pratique à attaquer, sûrement, en Alsace, parce qu'il est super haut, quoi. Ouais, faut vraiment être énervé pour l'attaquer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, il faut des bonnes raisons, mais... Et j'ai parlé des ressources, donc des ressources, on a compris, du bois, mais qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressources dans les Vosges au Moyen-Âge ? C'est vraiment plus à la période médiévale, on peut considérer que se met en place un modèle traditionnel dont on hérite encore largement aujourd'hui, en tout cas on peut parler vraiment d'image d'Épinal
Oh, petite blague. La blague locale. Voilà, c'est ça, l'image d'Épinal hein, du massif vosgien, mais en fait de toutes les montagnes d'Europe occidentale, en tout cas pour les montagnes plutôt nord hein, de l'Europe. C'est le modèle agro-silvo-pastoral. À tes souhaits. Ouais, voilà. C'est presque de la géographie aussi, hein, finalement, donc qui fonde son économie sur les productions agraires et pastorales, donc sur l'élevage et en montagne sur l'envoi donc des troupeaux sur les sommets en été, donc ce qu'on appelle l'estive, au moment de la transhumance, et sur donc l'industrie du bois. Et il y a une troisième ressource qui apparaît aussi souvent en montagne et qu'on voit ici, et notamment qui a un nouvel intérêt à partir du XVe siècle, ce sont les mines. Enfin, voilà, on a ce triptyque vraiment qui apparaît. Et on a aussi, alors c'est peut-être pas dans les montagnes, mais il y a la pierre, enfin il y a le grès, tout ça là. En fait, il y a certaines carrières qui sont dans le coin, non ? Ouais, c'est ça. Alors, on est beaucoup plus dans le Piémont en général, pour que ce soit plus pratique hein, oui, à extraire, etc. Mais voilà, pour les Vosges du Nord, on a le grès rose et la cathédrale de Strasbourg. Et souvent, tous les monuments religieux locaux, c'est l'exemple. Et où on a des secteurs plutôt grès jaune dans les Vosges du Sud aussi. Et on a des très beaux exemples aussi. Je pense à la collégiale de Thann, entre autres. Ouais. Et alors, au Moyen-Âge, qui vit dans les Vosges ? Alors, tu nous as dit, il y a certaines communautés monastiques qui sont installées, mais à part eux, qui est dans les Vosges ? Donc dans les Vosges, pour la période médiévale et même qui suit, hein, on a finalement une communauté des populations rurales et montagnardes qu'on retrouve voilà, dans les exemples des Alpes, Massif central, Jura. On est sur des modèles assez proches, dont l'économie, le modèle économique est fondé sur ces différentes pratiques. Hein. En bonne partie l'estive qui rythme vraiment la vie entre l'hiver et l'été, entre les hauts et les bas pour l'envoi des troupeaux, mais le troupeau est des grandes richesses, et sur l'exploitation du bois, en tout cas pour la période médiévale. Et quels sont les endroits où on a le plus de densité ? Enfin, si je peux dire, même si on a compris, il n'y a pas grand monde. Quels sont les endroits à l'époque médiévale qui sont déjà habités ? Alors, ce qui est finalement assez intéressant, c'est que les vallées vosgiennes sont, pour les données qu'on a, hein, en fait, sont quand même plutôt bien peuplées. Pratiquement toutes les vallées principales, on a des traces quand même assez anciennes, en tout cas pour la période médiévale, et de manière quand même relativement dense, et qui explique le besoin d'aller chercher des pâturages en altitude assez tôt pour pouvoir pour tirer tout le profit finalement d'un territoire qui a des contraintes fortes qui sont celles de la montagne. Peut-être un des bons exemples pour la fin du Moyen-Âge, début de l'époque moderne, si on est au XVIe siècle, c'est une des premières cartes qui est produite à une échelle plus fine du massif vosgien. C'est celle alors d'un cartographe très célèbre qui est issu du massif, c'est Martin Walsee-Müller. À tes souhaits, moi je ne connaissais pas. Hein. Alors Martin Walsee-Müller, c'est avec Matthias Ringman, ce sont ceux qui produisent la première carte de l'Amérique, où on nomme l'Amérique, le premier planisphère. Okay, je connaissais pas. Et ça, ce qui est assez intéressant, alors dans les Vosges, on les aime bien, puisqu'ils ont cette carte-là, elle est produite à Saint-Dié-des-Vosges, ce qui montre qu'en fait, ouais, voilà, tout est lié. En fait, en même temps, on n'est pas dans un espace de marge complet, en fait, on est au courant des dernières découvertes, des derniers savoirs qu'on cartographie. Et donc, quelques années après, enfin, c'est 1507 la production de cette carte, hein. 1508, il se lance dans un projet d'une production de plusieurs cartes. On ne peut pas encore parler d'Atlas, même si ça commence à y ressembler, pour le duc de Lorraine. Et on produit une carte de la Lorraine. Et sur cette carte, alors elle est orientée vers le sud, pardon, comme on le fait souvent à l'époque, mais le massif vosgien, en tout cas la représentation de la montagne, alors c'est à peu près un tiers de la carte, ce qui est énorme. Ah oui, quand même, oui. Ouais, c'est ça, la Lorraine. Et parce que finalement, ils produisent ça dans les Vosges, hein, ils sont conscients. Et là, ils représentent vraiment des vallées très profondes, bien creusées. Et on représente même de l'autre côté les vallées qui ne dépendent pas du duc de Lorraine, mais preuve finalement qu'il y a, même si on ne dessine pas les routes, qu'il y a vraiment un lien qui existe. Hein, ces montagnes sont traversées, c'est pas une barrière. Et dans toutes ces vallées qui sont très profondes et creusées, on place en fait plusieurs communautés, plusieurs villages, plusieurs paroisses plutôt, on pourrait dire, qui dépendent du duché, mais on les connaît. Elles sont présentes et on sait qu'elles sont suffisamment importantes pour les représenter sur une carte. Ouais. Et par exemple, donc à l'époque médiévale, pour les villages qui sont le plus en altitude, hein, il y a des lieux qui sont bien connus comme Gérardmer, bien sûr bien prononcé Gérardmer, et pas Gérardmer, comme ça. Oui, c'est pas pareil. Ouais, sinon on va les fâcher, il faut pas. Il y a les concurrents locaux, c'est la Bresse, hein, enfin, tout cela ils sont déjà représentés, ils sont représentés encore sur des cartes encore plus précises très rapidement après, mais voilà, ils sont bien présents et il y a une mise en valeur très tôt de ces espaces, ouais.
Et justement, est-ce que tu as un coin en particulier à recommander pour si des gens voudraient faire un tour dans les Vosges pour se balader ou visiter ? Ouais, tu sais, en fait, ça va être la grande tristesse à la fin de ma thèse, c'est que j'aurai plus le droit d'aller me balader en montagne et de dire « en fait, je suis en train de travailler sur mon sujet d'étude. » J'ai choisi le sujet que pour ça, bien sûr. Alors du coup, il y a plein de secteurs assez connus qui sont le long de la route des Crêtes, alors le Honeck, etc., et qui sont donc au-dessus de la Bresse, justement, et de Gérardmer, et au-dessus de la vallée de Münster. C'est superbe, on a des super points de vue. C'est là que le tourisme, d'ailleurs, s'est très tôt développé dans les Vosges. Et en même temps, je ne suis pas sûr que ce soit les secteurs en plein été à conseiller le plus, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu les Champs-Élysées. Alors, donne-nous des conseils plutôt de petits coins plus Ouais, mignons. c'est pour ça. Comme je viens justement de la vallée de Tann, etc., moi, j'aime beaucoup des petits massifs que je connais depuis que je suis enfant, comme le massif du Rosberg. On a une vue incroyable sur les Alpes. Droit devant, sur les Grandes Sœurs, du coup, en l'occurrence. Des massifs comme celui du Petit Ballon ou autre, où on est déjà aussi dans les Hauts-de-Vosges et on a une super vue panoramique sur les crêtes, ou des secteurs comme le Rothenbarkopf. Bon, je mettrai en tout cas tous tes conseils sur le site passionmédiéviste.fr. Il y aura un article, comme d'habitude, qui accompagne l'épisode. Donc, s'il y a des personnes qui veulent déjà aller voir pour programmer leurs prochaines vacances, je mettrai tous les noms là-dessus. Mais Jean-Baptiste, dans ta thèse, tu travailles particulièrement, donc, on l'a dit, sur le sommet des Vosges, à travers les chroniques médiévales et monastiques. Qu'est-ce que ces sources t'apportent dans tes recherches ? Oui, alors sur l'ensemble de ma période, un des éléments importants dans les sources que je vais chercher, c'est d'étudier vraiment les sources de la pratique, donc celles qui sont produites en faveur de ce système souvent économique, mais aussi pour toutes les questions sociales. Donc alors pour la période médiévale, j'ai des belles chartes de donation, de confirmation, entre autres pour ces abbayes. J'ai des règlements de procès, j'ai ce qu'on appelle des baux d'amodiation, donc les baux, c'est le pluriel de bail, donc simplement chaque bail pour une location en fait de la chaume. Et ce qui est aussi très intéressant, ce sont les livres terriers où on met J'adore ces sources-là. Enfin, c'est vraiment les sources hyper pratiques. Ah non, mais moi j'adore ça. J'adore les terriers. C'est vraiment, on est dans le concret, on est dans le quotidien, on est dans la gestion des choses. Moi, j'adore ça. C'est ça. Et pour une période qui est en amont de la mise en carte en fait de ces territoires, comme on a l'habitude aujourd'hui, les Vosges, on commence par une carte IGN et on va voir ensuite sur place. C'est super facile. En fait, là, ce qui est super intéressant avec les livres terriers, les terriers, ou ce qu'on appelle des fois les urbaires, c'est qu'on met l'espace par écrit, et donc en même temps, ça nous donne des éléments aussi bien sur ce qui se passe à ce moment-là, mais aussi sur les représentations. Et c'est assez important dans ma thèse qu'on a de la montagne des représentations qui changent complètement en fait entre le XIIIe et le XVIIIe siècle, et c'est ça qui est assez intéressant. Mais les livres terriers, pour moi, pour les sommets, ce qui est intéressant, c'est que ces crêtes, ces sommets, sont souvent les limites de ces territoires, et donc on donne une description du sommet très technique mais très concrète, où on trace ces limites avec des repères visuels, avec des repères qu'on qualifierait aujourd'hui de naturels. Et un des éléments qui revient régulièrement, c'est ce qu'on appelle le Schneesmelzen en allemand. Ah ouais. Et ouais, c'est ce qu'on appelle en fait simplement, c'est la fonte des neiges. En fait, comme on n'a pas la logique des bassins versants, enfin comme on l'entend aujourd'hui, finalement, on dit mon territoire, c'est quand la neige fond, et ben ça coule sur ce versant-là, de mon côté, c'est mon territoire. Quand la neige coule de ton côté, c'est ton territoire. Enfin voilà, des repères comme ça naturels. Et finalement, donc les fameuses chroniques que tu citais viennent plutôt pour des éléments remarquables, mais qui sont importantes aussi pour l'environnement, des catastrophes naturelles, des hivers particulièrement rigoureux, etc. Et en fait, faire l'histoire d'un territoire et d'un paysage comme ça, c'est faire du coup beaucoup une image des représentations. En fait, tu étudies comment les hommes se sont appropriés tout cet espace. C'est ça, et surtout que sur ma période, donc très large, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a alors c'est plutôt le côté histoire moderne, mais on a une lecture tout à fait nouvelle, une représentation tout à fait nouvelle de la montagne qui se crée, qui est parallèle en fait aussi à l'affirmation d'une fracture qui nous paraît complètement logique, mais qui n'est à ce moment-là entre d'un côté la nature et de l'autre côté ce qu'on appelle la culture ou la société, et en fait à l'échelle des sommets, avec les différentes sources et les nouvelles sources entre autres qui sont produites, et entre autres les cartes, on voit ces nouvelles représentations s'affirmer. On voit une géométrisation de l'espace, on voit ce qu'on appellera une extériorisation d'un coup de la nature qui s'affirme de plus en plus et qui a un impact en fait. C'est un changement des mentalités très fort, et on en est les héritiers aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne se pose pas de questions quand on parle de nature. Pour nous, c'est je sors de la ville de Strasbourg pour aller dans les Vosges, me balader, je vais retrouver la nature. Et, voilà. Et c'est une construction de cette période
de cette période moderne. Hein. Et en fait, c'est un impact très fort, ces nouvelles mentalités qui sont portées entre autres par les administrations de l'époque sur la manière simplement de mettre en valeur le paysage, la nature, et l'économie qui va avec deviennent extériorisées. Et on ne réfléchit plus de la même manière. Oui. Et est-ce que tu travailles aussi sur comment les personnes pensent la montagne ? Est-ce que à cette époque-là, on a peur de la montagne, il y a des fantasmes autour de la montagne ou pas du tout ? Comme dans les autres espaces de montagne, en fait, on voit un peu le passage d'une image qu'on considère souvent comme médiévale, même si voilà, il faut pas aller trop loin là-dessus, mais d'une peur, d'une crainte complète de la montagne, hein, à une image où justement la montagne est complètement maîtrisée, et, à partir du moment où en plus on la met en carte, elle est géométrisée et on peut la figurer d'une manière, et on connaît finalement tous ces recoins. Le meilleur exemple pour cette vision qu'on a encore à la période médiévale de peur, de crainte, alors on n'est pas sur les grands sommets type Mont Blanc et autres qui sont gravis très tard dans la période, mais alors au XIIIe siècle, un moine bénédictin, Richard de Senones, qui rédige justement une chronique, on est sur une chronique, qui est donc issue du massif, hein, qui connaît bien son massif, mais quand il le décrit, alors je te le cite, hein, il le décrit de la manière suivante: cette terre est farcie et occupée de hautes montagnes, de rochers âpres et de grosses et lourdes façons, redonnant de premier aspect horreur à ceux qui les regardent. Enfin, horreur. Ouais, c'est ça, ouais, on a vraiment une vision qui est bien décrite et qu'on retrouve dans beaucoup d'écrits de cette période pour d'autres secteurs de montagne. Et voilà, on a cette transformation complète entre cette vision de peur, de crainte qui est entretenue, et puisque finalement la montagne reste aussi un lieu du danger, cette nouvelle adaptation, cette nouvelle appropriation d'un espace, et qui va d'ailleurs nourrir presque cette même peur, mais qui va être nourrie d'une nouvelle manière, celle très romantique qu'on retrouve plutôt au XVIIIe siècle, encore plus au XIXe siècle, et qui va être à l'origine en fait d'un nouveau rapport à la montagne, qui est celle du tourisme en fait, qu'on va chercher. Et dans ta thèse, tu utilises aussi des sources archéologiques pour ton travail, quand même pas les zones moutons qu'on trouve en haut, je sais pas, est-ce qu'on cherche des choses comme ça ? Ouais, alors du coup ça c'était un des grands moments, peut-être le moment que j'attendais vraiment le plus durant ma thèse, qui répond en fait aux enjeux que je développais sur l'histoire environnementale, c'est de pouvoir se baser sur d'autres données que les seules sources d'archives. Parce qu'à un moment elles viennent compléter ce qui nous manque, hein, et parce qu'à un moment elles permettent de relire sous un nouvel angle tout ce qu'on peut voir dans les archives. Et voilà, un des grands moments, ça a été de travailler avec une des disciplines qui est vraiment essentielle, qui est l'archéologie. C'est un peu plus le côté fun en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'était vraiment... Et voilà, alors ça a été l'occasion en fait pendant la thèse avec Lucie Wissambert qui est une archéologue territoriale. Alors moi je suis pas archéologue donc j'ai pas le droit de lancer un chantier de fouilles, mais voilà, on a pu lancer le chantier de fouilles de ce qu'on appelle une marquerie. Alors la marquerie, c'est un terme qui est propre aux Vosges. Ça désigne vraiment ce qu'on peut appeler finalement la ferme d'estive, le bâtiment agricole qui pendant l'estive, pendant l'été, va accueillir les troupeaux, va accueillir en fait la personne qui s'occupe des troupeaux et qui va produire le fromage sur place. Et donc, en fait, ce terme, c'est une francisation d'un terme allemand. La personne qui s'occupe du troupeau, c'est ce qu'on appelle en allemand le Melker. En alsacien, ça va donner le Malker. Et le Molker, hein, et donc francisé en Marker, et on va le retrouver, c'est pour ça aussi bien sur le versant lorrain que sur le versant alsacien, ce terme, Marker, Marquerie, et c'est typiquement, en fait, littéralement celui qui s'occupe du lait, donc qui s'occupe des troupeaux, jusqu'à la transformation du lait au fromage. Et donc, sur le massif du Rosberg, que je conseillais tout à l'heure, où d'abord c'est un massif qui est génial du point de vue des archives, parce que du 15e siècle au moins, même 14e, 15e siècle jusqu'à la Révolution, du côté de Masevaux, on se tape non-stop dessus pour le contrôle du territoire. On le sait en histoire, on adore quand on se tape dessus, parce que c'est quand on se tape dessus qu'on écrit des choses et qu'on les conserve. Oui. Et c'est ça, et qu'on les conserve. Et donc là, j'ai un corpus qui est super dense, qui permet de situer beaucoup de choses dans le temps et dans l'espace déjà. Et le but, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut en faire, enfin, quelles données supplémentaires on peut en tirer. Alors ça passe d'abord par la prise en compte de travaux de thèse qui avaient été faits par des géographes, qui sont ceux qui avaient daté en fait les pâturages, et ils l'avaient fait entre autres sur ce massif-là. Donc en plus, on avait ces données. Et en allant voir de plus près, en travaillant alors, avec des technologies comme le LIDAR, donc c'est une espèce de laser... de balayage laser aérien. Donc en fait, on a une photo aérienne, mais on enlève toute la végétation, donc on n'a plus que les petits dénivelés de terrain. On en avait parlé dans l'épisode sur les fouilles archéologiques au Moulineau de cette technologie. Voilà. Ouais, c'est vrai, mais qui est maintenant essentielle. En la mariant, bon, après, avec les sorties terrain, hein, c'est toujours essentiel. On a travaillé avec le laboratoire de géophysique de l'Université de Strasbourg, où là, alors, on a quelqu'un qui travaille beaucoup avec les archéologues, qui est Bruno Gavazzi, qui arrive avec un appareil pour réaliser une prospection géophysique. En gros, quand on voit des
débarquer, on croit que c'est Ghostbusters, vraiment. Hein. C'est assez drôle. Il a l'habitude en fait d'intervenir d'ailleurs plutôt au Moyen-Orient ou en Égypte avec les égyptologues. En fait, il a des capteurs qui vont repérer la moindre variation, entre autres magnétiques, hein, et qui va permettre en sous-sol de savoir ce qui se trouve et avoir des éléments. Et à partir de ces différentes, en recroisant ces différentes technologies, on a pu retrouver avec certitude et avec tout ce que ça implique aussi de demandes administratives pour des espaces protégés, les différentes marqueries, certaines qui étaient encore bien visibles, hein, mais comme elles se sont succédées, et en fouillant la plus ancienne, en fait, c'était en 2020, en septembre 2020, c'était assez génial. On a passé donc un peu plus d'un mois là-haut, dans le refuge juste à côté, à vivre au rythme aussi en même temps des troupeaux, et en plus c'est génial puisqu'on connaît les exploitants là-bas qui sont vraiment géniaux et adorables. T'as mangé du fromage toute la journée. Exactement, ouais. Il faut que tu reviennes à goûter les spécialités des fermes auberges. Tu verras, c'est trop bon. En fait, on a réalisé cette fouille archéologique sur une ancienne marquerie, ce qui a permis d'avoir vraiment, là, pour ma thèse, des données inédites sur l'évolution, sur les techniques, sur l'évolution de ces techniques. En l'occurrence, là, le passage d'une architecture en bois, une architecture en pierre, ce genre de choses. À partir de là, toutes ces archives que j'avais déjà vues au moment de mon mémoire, avec toutes ces nouvelles données, une fois que ça s'est concrétisé, je les lis plus du tout de la même manière. En fait, effectivement, certains éléments sur lesquels on n'était vraiment pas sûr, d'un coup s'éclaircissent et permettent c'est génial. Ouais, c'est ça. Et là, en l'occurrence, je pense qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle l'histoire environnementale. Ce dialogue interdisciplinaire est en plus super stimulant, et en l'occurrence, d'autant plus quand ça se fait avec plein de personnes qui sont des amis, des proches, c'était vraiment trop bien. Ouais. Ah bah ouais, c'est vraiment chouette de pouvoir croiser les sources comme ça. Jean-Baptiste, bon alors j'ai une question un peu dure, mais bon là, tu es en thèse depuis quelques années. Je pense que tu vas soutenir dans pas très longtemps, ou est-ce que tu as déjà prévu une date ou pas encore ? J'ai pas encore la date, où à chaque fois la date qu'on imagine est toujours un peu reculée, parce que ouais, là en 4e année je suis dans ce qu'on appelle le dur de la rédaction. Ouais, t'es à la rédaction, ouais. C'est ça, ouais, c'est que ça, on part toujours du principe qu'on va rédiger plein de choses, et en fait on n'arrive jamais à avancer autant qu'on veut. Le but c'est de soutenir l'année prochaine, hein, très donc concrètement. tu commences une 5e année. C'est ça, et en même temps ce sera une année où mon contrat doctoral est terminé. Ah oui, t'as eu un contrat doctoral ? Ouais, j'ai eu la chance d'avoir. Ouais, c'est ça, j'ai eu la chance d'avoir le contrat doctoral et un petit prolongement raison Covid, et avec en même temps l'université d'Anvers. J'avais eu le contrat doctoral à Strasbourg, puis là j'ai un petit prolongement avec l'université d'Anvers. Ça veut dire qu'en fait t'as été financé pour ta thèse. C'est ça. T'avais des cours à faire en échange aussi ? J'avais aussi des missions enseignement ou médiation scientifique qui sont aussi très enrichissantes. C'est cool, ça. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, je me prépare à repasser une année, en tout cas, dans le secondaire, puisque j'avais une mise en disponibilité. J'avais passé les concours avant et j'avais une mise en disponibilité pour la thèse. Et donc, la grande question, ça va être comment je vais réussir à rédiger quand, en même temps, je serai aussi de retour devant les élèves du secondaire. Et un boulot à temps plein, là. Et c'est ça, ouais, en l'occurrence. Bon, là, c'était déjà avancé, ça devrait aller. Ouais, c'est ça. Je mesure la chance que j'ai, et en même temps, c'est ce qui a permis, par exemple, de réaliser ces fouilles, entre autres. Hein, c'est d'avoir eu ce contrat doctoral et ces financements. Et oui, voilà, maintenant, le but, c'est d'avancer, de rédiger. J'y retourne tout de suite après ce podcast. Ah. Et est-ce que tu as déjà commencé à penser à l'après-thèse ? Est-ce que tu aimerais faire ? Tu veux continuer à enseigner ? Tu veux continuer à faire de la recherche ? Ouais, alors c'est une question qu'on se pose tous, d'autant plus à ce stade-là. Alors c'est vrai que la voie royale, si je peux le faire, je le ferai, hein, c'est de poursuivre dans le milieu académique. Ce serait, une fois que j'ai fini ma thèse, de pouvoir valider en tant que maître de conférence, en l'occurrence en histoire moderne, hein, parce que il faut nous mettre dans des cases, je suis dans la case histoire moderne en France. Mais pour moi, tiens, médiéviste, c'est bon. Je t'adoube comme c'est ça. Yes. Je t'adoube comme médiéviste. Oui, voilà, c'est ça. Et en même temps, c'est vrai que tout ce temps aussi de contrat doctoral, c'est consacré complètement à la thèse. C'était assez génial parce que c'est aussi un temps où on a l'occasion de voir la recherche dans tout ce qu'elle implique, c'est-à-dire travailler. Alors moi, j'ai beaucoup aimé travailler, ce que je fais encore, avec des institutions comme le parc des Ballons des Vosges, hein, qui aujourd'hui encadre tout ce secteur que j'étudie. Ça passe par l'engagement associatif aussi, puisque ce qui est intéressant, c'est de voir quand on travaille sur l'environnement et l'histoire environnementale, c'est montrer finalement que les chercheurs en sciences humaines et sociales ont un rôle à jouer dans ces grands enjeux qui se posent aujourd'hui. Hein. Alors on l'a vu récemment du point de vue politique, mais il n'y a pas que les sciences dures qui ont des réponses à donner. L'histoire a finalement un intérêt, c'est pas de voir le futur, mais c'est d'expliquer comment, par quelle phase, par quel processus on est passé pour en arriver au stade actuel. Par exemple, dans les Vosges, quand la logique c'est de protéger des espaces, comprendre comment on arrivait à ces paysages, quand on cherche à protéger, c'est quand même essentiel
essentiel. Également, en fait, ce côté médiation scientifique. Alors, en faisant des podcasts avec Passion Médiéviste, c'est génial. Ou alors on a un super projet qu'on porte avec des amis qui sont plutôt, alors qui viennent entre autres du milieu du sport, mais aussi des chercheurs, essayer de produire quelque chose sur les Vosges, comme ça, un film documentaire, en essayant de changer le ton pour montrer tous ces éléments à des publics qui n'ont pas forcément l'habitude, mais qui sont des grands passionnés de montagne aussi. Ouais. Il y a toutes ces choses qu'on voit qu'on peut faire, et finalement, je sais pas laquelle je ferai, où j'en serai dans quelques années. Tout à la fois. Ouais, voilà, c'est ça. J'espère pouvoir au moins concrétiser certaines d'entre elles. Ouais. Bon, pour finir, Jean-Baptiste, j'ai une question. Et là, vraiment, on voit cette question, et vous voyez, auditeurs, auditrices, cette question comme un peu un passage de témoin. Est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour quelqu'un qui voudrait étudier les Vosges? Est-ce que tu aurais un conseil de sujet? Parce que voilà, j'imagine qu'il y a encore plein de choses à étudier sur les Vosges. Tu conseillerais plutôt de se lancer sur quoi? Qu'est-ce qui mérite d'être étudié encore sur les Vosges? En fait, il y a plein d'éléments. Moi, je travaille sur les sommets, mais à partir du moment où on s'intéresse à un espace de montagne, il y a des secteurs, des questions comme l'eau, l'utilisation de l'eau, qui est essentielle. Il y a un étudiant en master là, qui va probablement se lancer dessus. Sur les secteurs de montagne, en général, il y a encore beaucoup de choses à faire et les Vosges n'échappent pas à la règle. Et surtout avec ces nouvelles problématiques que pose l'histoire environnementale, c'est assez stimulant. Ouais. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous ne verrez plus les Vosges de la même façon. Maintenant, vous connaissez un peu plus l'histoire des Vosges grâce à Jean-Baptiste. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant et merci et bon courage pour la fin de ta thèse. Et merci à toi, Fanny. Et vraiment, faut pas hésiter à me contacter. Voilà, si vous avez un sujet, vous y croyez, vous dites j'aimerais bien faire un épisode avec Passion médiéviste ou Passion moderniste ou Passion antiquité, n'hésitez pas à m'envoyer un message comme a fait Jean-Baptiste. Donc, il y a mon mail, c'est passionmédiéviste@gmail.com pour tous les podcasts, ou alors si vous n'avez pas retenu le mail, c'est quand même facile. Mais il y a aussi mon site passionmédiéviste.fr où là j'ai un onglet contact. Vous pouvez passer par là et ça arrivera toujours dans ma boîte mail. Et je souhaite remercier les personnes qui soutiennent Passion médiéviste. Alors, comment on peut soutenir Passion médiéviste? Alors, vous pouvez déjà partager le podcast autour de vous, voilà, en parler à vos amis, à vos collègues, mais aussi sur les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook ou Instagram. Mais vous pouvez aussi me soutenir financièrement parce que ça me permet de passer de plus en plus de temps sur les épisodes. Ça me permet de rémunérer les personnes avec qui je travaille, notamment pour les illustrations, comme celle de cet épisode. Et ce mois-ci, j'ai beaucoup de gens à remercier, vraiment. Vous avez été très nombreux à soutenir Passion médiéviste en juin 2022, donc je vous remercie énormément. Alors il y a Pauline, Elodie, Michel, Guilhem, mais aussi Arnaud, Lucie, Charlotte, Audrey, Frédéric, Brouze, Tassani, Camille, Yann, Laurent et Frédéric. Merci encore beaucoup à toutes et à tous parce que vraiment votre soutien me permet de travailler à mi-temps sur le podcast, de pouvoir développer plein de nouveaux projets. Vous allez voir dans les prochains mois, il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent. Et donc si vous aussi voulez me soutenir, je vous explique tout sur passionmédiéviste.fr/soutenir et là vous pouvez choisir comment me soutenir financièrement. Ah tiens d'ailleurs, alors c'est une annonce qui peut-être sera totalement périmée dans quelques mois, mais j'ai ouvert de façon temporaire une boutique Passion médiéviste sur le site Redbubble. Vous pouvez acheter des objets avec les beaux visuels qu'a réalisé l'artiste Dean pour le podcast. C'est vraiment pas une boutique faite pour me rapporter de l'argent, parce que je crois que je touche 15%, même pas sur les objets, mais c'est pour faire plaisir parce que plusieurs personnes m'ont demandé, donc il y a notamment des t-shirts, des sacs, mais aussi plein d'objets. Allez voir, moi-même je m'en suis acheté vraiment parce que je trouve ça tellement beau. Donc je vous mettrai le lien en description de l'épisode si vous voulez. Et dans les prochains épisodes de Passion médiéviste, alors vous aurez bientôt un nouveau Hors les murs consacré à un monument dont on a parlé dans cet épisode 65, vous allez voir. Et dans l'épisode 66, nous parlerons de Beaune d'Artois. Vous ne la connaissez pas? Eh bien vous en saurez plus dans le prochain épisode. Salut!